Vous avez pris ce rendez-vous de l'information sur Eden TV. Merci à vous. Voici les grandes articulations des informations qui meubleront cette édition. Que retenir des 2 années d'activité du ministère du cadre de vie et du développement durable en ce qui concerne le projet phare asphaltage sous la gouvernance Talon. Vous suivrez dans cette édition un magazine à ce propos. Le 4e substitut du procureur de la République était face à la presse ce mardi pour faire le point de la lutte contre les cybercriminels. Vous suivrez l'essentiel à retenir de ce point de presse. L'armée nigériane est-elle capable d'intercepter un groupe terroriste? Une démonstration a été effectuée dans le cadre d'une coopération internationale contre le terrorisme. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio s'est rendue ce mercredi au centre d'accueil et de réinsertion pour malades mentaux, association Saint-Camille de Léhi Oasis d'Amour. Les bras chargés d'un important lot de vivres constitué de plusieurs sacs de maïs, du haricot, du riz, de pâtes alimentaires et de plusieurs bidons d'huile. Suivons ici un extrait des propos de la donatrice, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, en attendant le point complet de Horacia Giorgi dans notre prochaine édition. Demander à être ici, bien frères et sœurs. Il faut tout simplement prendre ça comme une œuvre de Dieu. Et s'il plaît à Dieu, vous allez retourner en famille. Vous allez retourner en famille. Voilà. Et je vais dire à M. Grégoire de ne pas me remercier. Nous allons remercier tous ensemble le Seigneur. Il est grand, il est merveilleux. Si moi-même je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, il n'a pas à me dire merci. Nous sommes ensemble. Nous allons mener la lutte avec lui. Et je crois que vous allez obtenir la guérison totale. Merci pour tout ce que vous avez pu faire pour nous. Que Dieu le Tout-Puissant vous rende le centuple. Qu'il vous bénisse au-delà de vos attentes. Nous ne pouvons dire plus que ça, mais le Seigneur qui vous a conduit ici sain et sauf connaît nos cœurs, connaît ce que nous voulons dire. Nous voulons dire. Il vous rendra le centuple. Je vous l'annonçais en titre, Madame, Monsieur le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, a promis pour son quinquennat assainir les villes du Bénin. Avec son projet phare asphaltage, le ministère du Cadre de vie et de développement durable a mené pendant ces 2 ans plusieurs activités. La rédaction plutôt de Diaspora FM vous invite à suivre ce magazine réalisé à ce effet par Antoinette Sago pour le groupe de presse Eden TV et Diaspora FM. Améliorer les conditions de vie des Béninois, c'est le 3e pilier du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Cela se traduit dans l'axe stratégique 7 qui concerne l'aménagement équilibré et durable de l'espace national. Au premier lieu de son accession au pouvoir en avril 2016, un premier acte, la libération des espaces publics en janvier 2017. Les prémices du projet asphaltage sont donc posées pour l'aménagement des voiries urbaines. Nous avons couplé l'asphaltage avec un certain nombre de projets qui vont permettre de combler certains gaps de réseau viaire, comme la modernisation des marchés, comme la construction des cités administratives départementales. C'est un projet fondamentalement destiné à l'amélioration du cadre de vie de nos villes. Ainsi, dans le cadre de l'assainissement à long terme des villes, les communes du Grand Okoué ont été dotées d'importants équipements et infrastructures pour la gestion des déchets solides et ménagers. Des déchets essentiellement constitués de sachets plastiques non biodégradables. Le 3 novembre 2017, les députés ont voté à l'unanimité la loi numéro 2017-39 portant interdiction de la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution
distribution et l'utilisation de ces sachets. Plusieurs de nos compatriotes utilisent les sachets plastiques pour faire le feu, utilisent les sachets plastiques et mangent, donc prennent des repas chauds à l'intérieur, donc ce qui pose des problèmes de santé publique. Mais désormais, sur notre territoire, on peut produire des sachets biodégradables à base donc du manioc, des sons de maïs. Et donc, il y a déjà des avancées à ce niveau, donc en termes d'environnement et en termes d'économie, en termes de développement durable. Cette loi est votée à partir du 1er juillet, il y aura plus de sachets plastiques sur notre territoire. Producteurs d'emballages biodégradables que nous sommes, les défis à relever pour juguler tous ensemble ce fléau restent encore nombreux. Voilà pourquoi nous promettons de faire usage utile des dons que vous nous faites ce jour. En matière de la protection de la couche d'ozone, on peut retenir la remise d'équipements à l'association des frigoristes et la formation des douaniers sur le système de contrôle des substances appauvrissant la couche d'ozone. Nous sommes en train d'éliminer certaines substances, dont les hydrochlorofluorocarbones qu'on utilise dans la climatisation. L'acteur principal pour vraiment contrôler cette entrée dans notre pays de ces substances, ce sont les douaniers. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut renforcer leur capacité par rapport à cet outil qu'on appelle Kekutul. Autre action, la mise en œuvre d'un plan stratégique pour la gestion durable des terres avec la naissance du concept « un changement de paradigme ». Le système en place que nous avons hérité de décennies de pratiques a été de dégrader, pas volontairement, mais d'utiliser la terre de façon extensive. Donc on utilise, on ne se préoccupe pas de sa durabilité et on passe à une autre terre. Donc, et c'est cette logique-là qu'il faut renverser. L'objectif du changement de paradigme, c'est faire en sorte que les incitations du système favorisent, encouragent des productions comme le coton biologique. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions. Dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière, il a été élaboré le projet Protection de la côte à l'est de l'épi de Siafato et le projet régional Waka destiné à renforcer la résilience des habitants du littoral de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons d'abord dire que toutes les actions qui se menaient de manière éparse sur le domaine de l'érosion côtière ont été mises en synergie. Donc c'est ainsi que nous avons poursuivi les travaux à l'est de Cotonou dans une deuxième phase de ce projet. Nous avons également lancé, disons, le processus de protection de la deuxième partie du segment, la priorité numéro 2, qui est le segment autour de Ouida, qui va bénéficier de quelques infrastructures de protection également. Mais là maintenant nous avons commencé l'approvisionnement en enrochement pour que l'entreprise soit à jour dans le planning. En ce qui concerne la côte à l'ouest, c'est-à-dire en allant vers le Togo, nous sommes dans un programme que nous appelons Waka. Ce programme permet avec le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, et puis Sao Tomé, Principe, de se retrouver pour définir la politique, une politique régionale en matière donc de renforcement de leur côte, pour sauver Gekon qui est en difficulté et la plage 10 janvier donc, qui aussi se retrouve en difficulté. Un montant de plus de 31 milliards de francs CFA est alloué au Bénin dans le cadre de l'exécution de ce projet Waka. De même, le financement de la première phase du projet asphaltage est déjà bouclé. Juin 2018 est retenu pour le démarrage de tous les grands chantiers du pilier 3 du PAG. Vous venez de suivre un magazine de Antoinette Sagbo. La lutte contre les crimes crapuleux et les fake news se poursuit. C'est ce qu'on peut retenir du point de presse du 4e substitut du procureur de la République, Antoine Abessi, ce mardi 17 avril 2018 à la Cour d'appel de Cotonou. C'est des propos qui ont été recueillis par Cano François Ngwederinto. Procureur de la République devant le tribunal de première instance de Cotonou, après avoir été informé de la recrudescence du phénomène de la cybercriminalité, ponctuée des sacrifices humains sur le territoire national, a diligenté une enquête aux fins de clarifier la situation. Les investigations menées dans ce sens ont permis d'interpeller et de présenter devant le parquet une trentaine de personnes auteurs d'infractions cybernétiques
prévu et puni par la loi numéro 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Ces personnes de nationalité béninoise et nigériane pour la plupart ont été arrêtées aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur. Déférées au parquet de Cotonou le 28 mars 2018, 9 personnes ont été inculpées des faits d'escroquerie et présentées en comparution immédiate devant la première chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Elles ont été toutes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme. Courant avril, une quinzaine de personnes ont été arrêtées, dont une dizaine au Togo. Inculpées des faits d'escroquerie au regard de la loi précitée, elles ont été placées sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, leur audience est prévue pour se tenir le 8 mai 2018. Il n'est pas inutile également de rappeler que 3 autres cybercriminels de nationalité béninoise ont été interpellés puis poursuivis pour des faits de publication d'images obscènes, de chantage et de tentatives d'extorsion de fonds vis-à-vis d'une parlementaire malgache. Cette cause sera évoquée à nouveau à l'audience du 19 avril 2018 par devant la 5e chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de Séan. Tout en conviant les populations béninoises au calme et à la sérénité, le procureur de la République, auprès le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, voudra leur témoigner son ferme engagement à lutter contre les auteurs et complices des faits de cybercriminalité et de sacrifices humains. Le parquet de Cotonou dispose désormais d'un manuel de procédure contenant la répartition des tâches au sein du parquet par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou. Le manuel a été présenté à la presse ce mardi par le 5e substitut du procureur de la République que je vous invite à suivre. Le manuel que vous avez devant vous, vous le voyez, qui retrace aussi bien les fonctions pénales que civiles du tribunal de Cotonou. Alors, chaque maillon du paquet de Cotonou se retrouve. Vous avez les activités administratives où chaque service se retrouve à travers ces activités. Vous avez les magistrats. Parce que dans le paquet de Cotonou, vous avez les agents qui sont nos magistrats et le personnel magistrat. Maintenant, quand nous avons fini dans ce manuel de procédure de dire ce que tous les agents, nos magistrats font, nous avons abordé alors les activités tant pénales que civiles. En matière d'état civil, par exemple, je voudrais vous dire, nous parlons des naissances, nous parlons du mariage, nous parlons également des décès. Les affaires domaniales, c'est tout ce qui concerne les terres. Les terres, quand nous parlons des terres, il y a les terres qui sont propriété privée, il y a des terres également qui sont propriété de l'État. Ce que dans notre jargon nous appelons la domanialité. Le paquet de Cotonou également est appelé à vérifier tout ce qui se passe dans ce domaine. Et les infractions, à condamner également les infractions qu'on pourrait relever dans le foncier. Le rôle du paquet avec les unités de police judiciaire. C'est-à-dire que toutes les activités sont contrôlées à la minute par les substituts du procureur. Vous imaginez, quand il y a une infraction qui se commet quelque part, dans le temps voisin, le substitut du procureur est informé et devra donner des instructions en tant que directeur de l'enquête à l'OPJ pour suivre l'enquête.
Ce qui fait en réalité que vous allez remarquer et que les OPJ le remarquent ces derniers temps, la présence des substituts au moins une fois par semaine dans leurs locaux pour vérifier la garde à vue. Alors, la conséquence directe, c'est que plus personne ne pourrait être mis illégalement en garde à vue. Donc, le parquet de Cotonou est présent dans les unités de police. Vous allez, à l'usage également des avocats, vous allez voir retracer nos relations avec les cabinets d'instruction. Vous allez voir également relater nos relations avec les autres institutions qui concourent à l'œuvre de justice. Donc, en réalité, pour vous dire, le manuel de procédure, c'est un document qui fait lumière sur le parquet. C'est un document qui rend le parquet voisin à côté des acteurs de la justice. Pour que, également, chers amis, pour que le parquet ne puisse pas être perçu seulement comme un instrument de coercition. Parce que le parquet doit également contribuer à l'évolution de la cité. Vous le savez, une grande partie du marché d'Antokpa a pris feu dans la nuit du dimanche 15 avril au petit matin du lundi 16 avril 2018. Pas de perte en vies humaines, mais la quasi-totalité de la zone de vente des céréales du marché a été ravagée, de même que les petits commerces alentours. On parle de près de 4000 mètres carrés environ. 24 heures après ce drame, Horacia Georgie est retourné sur le terrain. Je vous invite à suivre son constat. Voici l'image que présente le secteur des céréales du marché d'Antokpa de Cotonou 24 heures après l'incendie. Des agents de la Société de gestion des marchés autonomes, aidés du génie militaire, étaient sur les lieux du drame pour le rendre salubre. Cet incendie a embrasé, faut-il le rappeler, une bonne partie des hangars de fortune, soit environ 4000 mètres carrés. Il a dévasté des milliers de sacs de vivres. Sur les lieux ce mardi matin, des sinistrés encore sous le choc. Nous n'avons pu rien récupérer de l'incendie. Nous sollicitons l'aide de Dieu et du président Talon. On ignore jusque-là l'origine de l'incendie. Même les gardiens ne pouvaient rien. Ce sont les sapeurs-pompiers de Calavi qui ont pu contenir Moi, je vends de l'haricot et un sac coûte 90 000 et on m'a livré la semaine dernière une grande quantité. Je n'ai encore rien vendu. Tout est parti en feu. Sensibles à ce drame, les autorités à divers niveaux apportent leur soutien moral aux victimes. Ces dernières nous ont d'ailleurs confié qu'elles ont été reçues ce lundi par le directeur général de la Sogema. On a été reçus par les responsables de la Sogema qui ont promis nous aider à reconstruire les hangars et nous donner de l'argent pour reprendre le commerce. On a été à la Sogema hier. Ils ont pris les noms, mais ils ne nous ont rien dit pour le moment. Cet incident est le deuxième du genre après celui d'octobre 2015.
L'armée nigériane a montré les capacités de ses forces terrestres d'intercepter un groupe terroriste lors d'un exercice devant des militaires de plusieurs pays d'Afrique et des États-Unis dans le cadre d'une coopération internationale contre le terrorisme. Je vous invite à suivre un extrait des propos du sous-commandant général de l'armée américaine en Afrique et le chef d'état-major de l'armée du Nigeria. Nous soutenons les forces armées nigérianes par divers moyens, qu'il s'agisse du soutien aux opérations militaires civiles, du soutien contre les IED, engins explosifs improvisés, au soutien des ingénieurs, des supports de formation en logistique ou de la formation avancée en infanterie. C'est un exemple frappant du fait que toutes les forces prennent très au sérieux la nécessité de protéger les forces civiles, de protéger les droits de l'homme dans toutes leurs opérations. Il ne fait aucun doute que les terroristes de Boko Haram ont été vaincus, et si vous parlez de l'insurrection, nous savons que cette insurrection a été vaincue au Nigeria. Il y en a toujours en fuite, nous les suivons. Les enclaves restantes où ils courent, nous les poursuivons toujours. En particulier dans la région du lac Tchad, la force multinationale interarmée est pleinement déployée et elle y fait beaucoup. Des familles de victimes du régime de l'ex-président gambien Yaya Jammeh ont manifesté mardi à Banjul pour réclamer aux nouvelles autorités la vérité sur leurs morts et disparus. Plus d'un an après son départ du pays, au terme de 22 ans de pouvoir, l'an dernier, les autorités avaient annoncé que des dépouilles des Gambiens tués en luttant pour la fin du régime de Jammeh avaient été exhumées. Ancien militaire parvenu au pouvoir par un putsch sans effusion de sang en 1994, Yaya Jammeh s'était fait largement élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à Adama Barrow, candidat de l'opposition. Après 6 semaines d'une crise à rebondissement provoquée par son refus de céder le pouvoir, il avait finalement quitté le pays le 21 janvier 2017 pour la Guinée équatoriale à la suite d'une intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et d'une ultime médiation guinéo-mauritanienne. Suivons ici un extrait des propos des manifestants. Nous sommes venus à ce rassemblement pacifique pour montrer au gouvernement que nous sommes préoccupés par les disparus, les gens dont on n'a plus de traces et ceux dont les corps ont été exhumés. Jusqu'à présent, les corps n'ont pas été rendus aux familles pour qu'elles puissent les enterrer. C'est pourquoi nous sommes là, pour montrer au gouvernement que nous voulons des réponses à nos questions. Où sont-ils? Où sont les corps? Ils ne communiquent pas avec nous. Nous nous sommes rendus à la police pour ouvrir des enquêtes, mais rien n'est parvenu jusqu'à nous depuis. On reste là, assis, les informations nous arrivent par la radio. Pour diffuser ces informations, il devrait y avoir un canal spécial pour parler aux familles directement. Ils ne peuvent pas juste diffuser ça dans les médias comme ça. Donc, on sent qu'ils ne communiquent pas avec nous et on voudrait qu'ils nous parlent. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci beaucoup de nous avoir suivis et de continuer par rester fidèles au programme de Eden TV. Et à très bientôt.